la genèse en fait de cette conférence? Ben, tout simplement, j'ai reçu une jeune femme il n'y a pas longtemps, il y a un petit peu plus d'un mois, Anne-Laure, et qui vient me voir pour une problématique finalement qui est courante. Je peux en parler, je ne vais pas dévoiler des choses de sa vie privée, mais elle en a parlé sur son groupe Facebook. Et c'était, en fait, elle venait depuis quelque temps, pas très longtemps, elle avait des pulsions alimentaires. Et puis, finalement, on n'a pas beaucoup parlé alimentation, voire même pas du tout. Mais comme elle me parlait de ses pulsions alimentaires, elle est retournée en imagination à un moment où la pulsion est arrivée. En fait, quand une pulsion arrive, ça veut dire il y a une sensation qui vient dans le corps. Et quand elle a ressenti cette sensation pendant la séance, en fait, cette séance se faisait en visio, c'était pendant le confinement, mais finalement, vous me voyez en visio et ça fonctionnait très bien. Elle est restée dans cette sensation, et on a remonté le temps, on a remonté le fil de cette sensation pour voir l'historique de cette sensation. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de revenir à la première fois. Et donc, ça fait quelque chose comme ça. Oui, là, je le ressens. Est-ce que tu l'as déjà ressenti avant? Oui, je l'ai ressenti il y a 8 jours. D'accord. Et puis, quand tu le ressens il y a 8 jours, est-ce que tu l'as ressenti avant? Souvent, il y a d'abord une réponse oui. On sait d'abord qu'on l'a ressenti avant et l'information, les images, les sons nous viennent à l'esprit un petit peu plus tard. Oui, je l'ai ressenti un peu avant. Et puis, on a remonté comme ça. On a remonté comme ça le temps. Et puis, tout à coup, eh bien, Anne-Laure s'est retrouvée dans le ventre de sa mère avec un jumeau à côté d'elle. Et pour Anne-Laure, elle avait déjà eu l'information, elle savait déjà qu'il y avait eu un jumeau avec elle dans le ventre de sa mère. Elle avait déjà appris par ailleurs. Par contre, elle s'entendait absolument pas à ce qu'on retombe là-dessus en travaillant sur des pulsions alimentaires. Mais n'empêche que cette sensation qu'elle a et qui la pousse à manger, en fait, c'est pas qu'elle la pousse à manger, c'est que manger neutralise cette sensation. Parce qu'il y a autre chose qui vient dans le ventre. Donc, comme cette sensation était dans le ventre, eh bien, il y a autre chose qui vient la masquer. Et c'est interprété comme étant une envie de manger. Mais en fait, manger est un moyen de compenser cette sensation. Et donc, elle se retrouve finalement confrontée à cette mémoire d'un jumeau qui était là et qui a disparu, qui est mort dans le ventre de sa maman avec elle, et donc confronté à cette histoire. Et du coup, eh bien, la séance a simplement continué sur un travail, ce qui est un travail de deuil, en fait, un travail de deuil, d'accompagnement de son jumeau, d'entrer en contact avec, de mettre en place un dialogue avec lui, qui va permettre en fait de se libérer du poids de cette mémoire, qui est une mémoire évidemment douloureuse, et de se libérer de ce poids. Alors ça ne veut pas dire oublier son jumeau, ni ainsi de suite, mais simplement faire quelque chose pour ne plus avoir d'impact émotionnel par rapport à ça. On n'a fait que ça, et effectivement, donc, comme je vous disais, on n'a plus reparlé d'alimentation du tout. En fait, on n'en a jamais parlé d'ailleurs. Et eh bien, 15 jours plus tard, Anne-Laure, sur son groupe, elle a mis en place un groupe Jumeaux perdus, a indiqué, maintenant, c'est génial, j'ai plus de pulsion. Et en discutant avec Anne-Laure, elle me parle qu'elle savait qu'elle avait un jumeau perdu, qu'elle avait mis en place un groupe Facebook. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, je lui ai proposé, si tu veux, je pourrais faire une conférence pour amener de l'information sur mais comment ça se fait qu'on peut être impacté par le fait d'avoir eu un jumeau. Et il faut bien savoir qu'on peut être impacté même si on ne sait pas qu'il y avait un jumeau dans le ventre de notre mère avec nous. C'est-à-dire que c'est pas une suggestion, une idée de j'avais un jumeau et puis une forme d'autosuggestion qui nous amènerait des problématiques émotionnelles ou comportementales, même si on ne le sait pas consciemment, notre inconscient, lui, le sait, est connecté à cette information-là. Et comme c'est une information douloureuse, eh bien, elle est en train de nous perturber.
Et donc, j'ai proposé à Anne-Laure de faire cette conférence. Elle m'a dit oui, avec plaisir. Et donc, j'ai construit cette conférence pour vous parler de ça. En fait, moi, dans ma pratique, je suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes en deuil. Pourquoi je suis spécialisé là-dedans? Tout simplement à cause de ma façon de travailler. Comme je vous disais, j'aime bien remonter à l'origine des problématiques et très régulièrement, j'arrive sur des situations de deuil. C'est-à-dire des gens qui viennent me voir pour des problèmes d'insomnie, d'addiction, de stress et ainsi de suite. Et puis on remonte. Alors évidemment, on ne tombe pas toujours sur un deuil, bien entendu. Mais régulièrement, oui. Quand je dis régulièrement, c'est entre 20 et 30% quand même des situations. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. C'est pour ça que j'accompagne environ 250 personnes par an sur cette thématique-là. Et donc, je vais d'abord vous montrer ce que je veux vous proposer dans cette conférence. On va parler finalement d'abord, qu'est-ce que c'est que cette problématique? On appelle ça, le syndrome du jumeau perdu. Je suis en train de mettre en place mon partage d'écran. Voilà. OK. Ouais, vous l'avez là, c'est parfait. Très, très bien. Et puis d'abord, oui, je vais faire un petit sondage. Alors vous y répondez rapidement. Juste pour savoir parmi vous si il y a des personnes, je sais qu'il y en a, qui sont concernées, qui savent que oui, je sais bien qu'il y avait un jumeau, une jumelle bien entendu, je vais dire souvent un jumeau, mais bien sûr c'est pas une jumelle, avec moi dans le ventre de ma mère. Donc juste un petit sondage pour avoir une idée un peu de qui est concerné. Je sais qu'il y a forcément des gens concernés parce que j'ai fait cette proposition, cette offre de cette conférence sur le groupe de Anne-Laure Jumeaux perdus, mais il y a aussi un autre groupe, le syndrome du jumeau perdu. Donc il y a des gens qui viennent de ces deux groupes. Donc c'est bien, il y a déjà 19 réponses. J'ai 11 oui, 4 peut-être, 4 non. C'est-à-dire que là, dans les réponses, sur 19 réponses, j'ai 58% de personnes qui savent, qui sont concernées par ça. Je vous remercie pour vos réponses. Et puis c'est toujours intéressant, peut-être même dans les partages, ça nous amènera des informations. Et j'espère que les informations que je vous amènerai vous permettront aussi d'avancer là-dessus. Alors, le syndrome du jumeau perdu, finalement, ça se manifeste comment? Donc, comme je vous disais, ça peut être des personnes qui ne savent pas consciemment qu'il y avait un, voire même plusieurs jumeaux avec elles dans le ventre de leur mère. Et ça va se traduire par une forme de mal-être. Alors mal-être, c'est un mot valise, ou qu'est-ce que ça veut dire? On peut mettre plein de choses dedans. La liste que je vais vous donner n'est pas du tout exhaustive, mais c'est un peu pour exemplariser. Et donc, il s'agit disons, de problématiques émotionnelles, comportementales, qui sont récurrentes. Que la personne soit jeune ou qu'elle soit âgée et adulte, et quelque chose où on a le sentiment que ça a toujours été là. Par exemple, ça peut être un sentiment de tristesse. J'ai toujours été triste. C'est significatif, par exemple, parfois, quand on demande à la personne, ça fait combien de temps que tu es triste? Et qui répond, j'ai toujours été triste. Ce qui pourrait nous surprendre, mais en fait, la personne est tout à fait sincère. Il peut y avoir des problèmes d'addiction. Il peut y avoir ce que j'appelle une phobie du bonheur. Alors, phobie du bonheur, honnêtement, c'est une appellation personnelle, mais en fait, qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que la personne fuit le bonheur, évite à tout prix le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur, au niveau inconscient, est associé à une souffrance terrible qui va arriver forcément s'il y a le bonheur. Et donc, pour ne pas prendre le risque qu'il y ait cette souffrance qui vienne, eh bien, l'inconscient a mis en place une protection qui est absolument de fuir à tout prix le bonheur. La personne peut aussi avoir des sentiments de culpabilité récurrents, sans trop savoir pourquoi.
parce que ça se passe à un niveau inconscient, mais n'empêche que c'est là. Des réactions de deuil disproportionnées suivant les pertes auxquelles la personne est confrontée. Évidemment, on perd un proche qui est très proche, c'est normal d'avoir un deuil qui est fort, mais c'est pas toujours normal, alors que c'est juste, disons, une connaissance lointaine et ainsi de suite. Simplement, ça reconnecte à ce premier deuil. Des problèmes d'infertilité, des difficultés relationnelles, que ce soit affectives ou simplement sociales. Et une difficulté qui peut être des projets inachevés, c'est-à-dire la personne commence à construire des choses, ça peut être même sur un plan business, et puis finalement, bien qu'elle ait toutes les capacités pour mettre en place ses projets, que toutes les conditions soient réunies, elle n'aille jamais au bout de ses projets. La personne peut aussi avoir un sentiment de vide en elle. Et quand on la questionne là-dessus, elle le localise dans son corps d'ailleurs. Elle peut avoir une peur de la mort récurrente aussi, et puis aussi, voire même, une envie de mourir. Et ce que je vous propose de voir avec vous dans cette conférence, dans un premier temps, c'est comment savoir si j'avais un jumeau? Comment je pourrais avoir cette information et découvrir peut-être qu'il y avait un jumeau avec moi dans le ventre de ma mère? Et puis aussi, d'accord, il y avait un jumeau, mais en fait, j'étais juste un embryon. Et comment est-il possible que cette mémoire soit toujours là? Parce qu'en fait, cette mémoire, elle a pu arriver, c'est-à-dire la mémoire de la perte de mon jumeau, elle a pu arriver même un mois après ma conception. Et pourquoi ce syndrome? C'est-à-dire, d'accord, il s'est passé ça, il y a une mémoire, mais comment se fait-il que je sois confronté à toutes ces problématiques dont je vous ai parlé juste avant? Et puis, on va parler, puisque moi j'exerce en cabinet, on va parler solution. Alors, en parlant solution, là je ne serai pas du tout exhaustif, simplement je parlerai de ce que moi je fais en cabinet, ce que j'ai fait par exemple en accompagnant Anne-Laure, comme solution en fait, j'appelle ça se libérer de ce deuil, c'est-à-dire en fait se libérer de la charge émotionnelle qui est associée à la perte du jumeau. Alors comment apprendre qu'on a eu un jumeau? D'abord tout simplement, la mère peut être au courant, bien entendu, et donc peut transférer l'information à son enfant. Tu sais, quand tu es né, par exemple, il y avait un autre bébé qui est mort quand tu es né. La mère, d'ailleurs, je veux dire, quand on perd un jumeau très tôt dans la grossesse, il peut ne pas rester de traces au moment de l'accouchement. Donc la mère peut ne pas le savoir. Ou parfois, s'il reste une trace, au moment de l'accouchement, le personnel soignant peut ne pas divulguer l'information à la maman dans une idée protectrice de ne pas de la protéger, avec ça de pas lui créer un stress en lui disant vous savez il y avait un autre enfant qui était là. Alors c'est une bonne idée dans le sens c'est une idée de protéger la maman. Par contre il peut y avoir des conséquences pour l'enfant qui est là. Et puis la maman peut ne pas avoir été confrontée à cet enfant directement, mais elle peut dire c'est vrai qu'il y a eu un problème pendant la grossesse, des saignements, ou ça peut être aussi c'est vrai que tu bougeais beaucoup, puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, tu as changé de place et puis tu bougeais beaucoup moins. C'est une réaction, donc la maman a pu s'inquiéter, aller consulter son médecin, son gynécologue par exemple, et le gynécologue fait une échographie, voit non, le bébé est là et tout va bien, sauf que quelque part, il y en avait un autre. Et donc ça, on pourrait dire c'est la manière la plus directe, et il y a d'autres manières, puisque comme je vous le disais, la maman peut ne pas être au courant du tout qu'il y avait un jumeau, un second enfant, voire même deux, pourquoi pas, qui était là. Alors, une façon de faire, c'est celle que j'ai utilisée avec Anne-Laure, c'est une régression
en hypnose. L'idée que nous avons là, c'est que l'inconscient de la personne, notre inconscient, a accès à toutes les informations de notre vie. Et par une technique comme celle que je vous ai exposée, on peut remonter le temps, on part sur quelque chose. On est parti sur la manifestation dans le corps, la sensation qui est là, qui est poussée par exemple Anne-Laure à aller prendre de la nourriture. Il y a une sensation qui est là dans le corps, on remonte le temps et on arrive à la première fois. Et donc, mais bien de temps en temps, on arrivera dans le ventre de maman et en ressentant ce qu'on ressentait à ce moment-là. Et donc, la personne pourra en faire une description. C'est une façon de faire, donc, où le praticien guide la personne pour que son inconscient de la personne se manifeste et manifeste les informations relatives à la présence de ce jumeau. Ça peut être aussi, par exemple, par de la kinésiologie, c'est-à-dire par des tests sur le tonus musculaire. Il y a une mémoire qui est dans le corps et le praticien va poser des questions, on pourrait dire au corps, aux muscles, faire un test, et suivant la réaction du muscle en question, il aura une information. Le test le plus connu, c'est la personne a le bras tendu, et le praticien teste la résistance du bras, et suivant la question, le bras soit faible, soit fort, sera résistant, et ce sera une façon d'avoir des réponses. Il y a aussi ce qu'on appelle la microkinésithérapie, c'est-à-dire que là, le praticien fait des micro-palpations et il détecte par la micro-palpation des tensions qui sont là sur des muscles. Suivant l'endroit où se trouvent les tensions, il pourra en déduire certaines informations et il pourra intervenir à d'autres endroits ou aux endroits mêmes pour rectifier, remettre en équilibre les tensions musculaires. Quand on a affaire à des praticiens de ces disciplines, parfois, on peut avoir dedans aussi des praticiens qui, en se connectant à leurs clients, ont, on pourrait dire, de l'information qui leur vient à l'esprit. Et ils pourront même savoir que, eh bien oui, vous n'étiez pas tout seul dans le ventre de votre maman, et ils pourront le communiquer. Ça dépend comment ils pratiquent. J'ai un ami qui fait de la microkiné. Il m'expliquait qu'il pouvait poser la main sur un muscle qu'il sentait stressé, et dans sa tête, il le compte. Et à un moment, il sent le muscle qui va réagir. Et quand il fait ça, après, il pose la question à son client, qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là, l'âge auquel il est arrivé dans son compte mental. Et très souvent, la personne a une très très forte réaction parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose là. J'ai envie de dire là, la précaution, ce serait de pouvoir partir non pas du moment de la naissance, mais partir au moment de la conception. Sinon, il y aurait un risque de passer à côté. Finalement, quand un praticien pratique de cette façon-là, c'est aussi son inconscient, c'est-à-dire que quand le praticien sait dire à la personne « Ah oui, il y avait un jumeau avec vous » et décrire des choses, c'est que l'information, il a reçu cette information. Et ça peut être aussi un médium qui se connecte et qui reçoit l'information, soit en image, soit en son, peut-être parfois aussi en sensation. Alors évidemment, quand c'est un médium, il s'agit de travailler avec un vrai médium, évidemment, pas un charlatan, on est bien d'accord. Et souvent, une façon de vérifier, c'est quand on voit, quand il y a 2 ou 3 praticiens qui nous disent, en fait, il vous est arrivé ça. Là, ça devient très cohérent. Quand les praticiens ne savent pas du tout, on n'a pas parlé du tout de jumeaux, et qu'il y en a quelques-uns qui nous disent, oui, il s'est passé ça, là, on peut être sûr qu'effectivement, c'est la réalité. On peut aussi avoir un praticien qui travaille avec le pendule. Il peut remonter avec son pendule sur une ligne qui représenterait le temps d'aujourd'hui jusqu'au moment de ma naissance, mais aussi jusqu'avant ma naissance, et voir le pendule qui se mette à tourner, par exemple, avant ma naissance, au moment où je suis entre la naissance et la conception. Et qu'est-ce que c'est que le pendule, finalement? Le pendule, en fait, c'est une ficelle avec un caillou. C'est pas un truc magique. Le pendule, pourquoi il se met à tourner? C'est le corps du praticien qui fait tourner le pendule. C'est-à-dire que, comme pour le médium, il est connecté à une information et il laisse son inconscient faire la réponse. C'est-à-dire que c'est pas du tout, quand je dis inconscient, c'est pas du tout une réponse réfléchie, intellectuelle. Il pose une question au pendule,
et il devient observateur de ce qui se passe, et là il découvre, ah tiens, ça tourne là. Il y avait quelque chose entre la conception et la naissance. Si on s'adresse à un sujet jeune, eh bien, l'enfant peut aussi faire une régression jusque dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire jusqu'à l'âge à peu près de 5 ans, on peut lui poser la question directement. Imagine, tu deviens de plus en plus petit et tu retournes dans le ventre de ta maman. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Et ainsi de suite. Et l'enfant a cette faculté, peut avoir cette faculté aussi directement de retourner dans le ventre de sa maman tant qu'il est encore jeune. Donc c'est une possibilité aussi quand on a affaire à des jeunes enfants. Parce que les jeunes enfants peuvent effectivement être déjà confrontés dans une difficulté émotionnelle qu'on pourrait trouver anormale en fonction de son âge, mais en fait tout est possible. Tout est possible. Si vous voulez plus de détails sur comment se forment les embryons et ainsi de suite, sur des choses très précises comme cela, sur le syndrome du jumeau perdu aussi, j'en profite pour vous conseiller tout de suite, je vous donnerai les références, mais ce livre, c'est un livre qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu, écrit par Alfred et Bettina Ostermann. Je vous donnerai les références tout à l'heure. Il y a des images d'échographie, il y a plein de faits. C'est basé sur l'observation, sur la pratique. Moi, j'aime beaucoup, en fait, avoir des explications qui se basent sur du concret, sur de la pratique. Il peut y avoir aussi une façon de le savoir, de le découvrir, c'est par exemple d'assister à une conférence comme on fait aujourd'hui, ou par exemple de voir un reportage sur le syndrome du jumeau perdu. Et puis pendant le reportage, il y a quelque chose qui vient comme une évidence en nous. Mais c'est complètement moi, ça. Et ce sentiment, il est très particulier, il est très fort, en fait. Notre inconscient, il a reconnecté à ce qui se passe derrière l'écran. Et il y a une conviction, une certitude que oui, c'est exactement ça ce qui m'est arrivé. Et c'est une façon de faire extrêmement valable, surtout d'ailleurs quand on n'en a jamais entendu parler avant et qu'on découvre ça et qu'on est surpris de notre réaction. C'est-à-dire que c'est pas une réaction qui vient de notre part d'une réflexion intellectuelle, mais complètement surprenante pour la personne même. Et puis on peut aussi, les gens qui pratiquent ce qu'on appelle des constellations familiales. C'est-à-dire qu'ils sont en groupe avec un praticien et la personne qui travaille choisit parmi les personnes du groupe des gens qui vont représenter des membres de sa famille. Parmi ces gens qui vont choisir, il est possible qu'elle ait l'idée de choisir quelqu'un alors qu'elle ne sait pas du tout qui c'est dans sa famille. Et puis, elle va écouter son intuition, elle va les disposer de manière, comme ça lui vient à l'esprit, dans l'espace. Et ce qui est très surprenant dans cette pratique, c'est que ces personnes qui ont été choisies dans l'auditoire vont ressentir ce que ressentaient ou ce que ressentent les membres de la famille. Et donc, il va y avoir une distribution comme ça dans l'espace qui représente la famille avec les réactions, c'est très surprenant comme chose, les réactions de la famille, et un travail va pouvoir se faire. Par exemple, si on est dans le cadre d'un syndrome du jumeau perdu, on va voir que c'était peut-être cette personne, il y a un membre qui est là, mais on ne sait pas qui c'est, et qui va venir se mettre contre, et se lever contre la personne qui travaille. Donc à nouveau, cette liste n'est pas exhaustive, mais ça montre déjà pas mal de possibilités. Et si je résume, on peut guider la personne pour que ce soit son inconscient qui lui ramène l'information. Ça peut être quelqu'un en face qui reçoit l'information comme un médium et qui transmet l'information. On peut interroger le corps de la personne pour récupérer cette information. En fait, il y a un juge de paix là-dedans finalement. C'est-à-dire que on a l'information et finalement, si on va voir un praticien pour régler notre problématique qui travaille sur cette idée d'un jumeau perdu, et qu'effectivement ça fonctionne, on peut dire effectivement, c'est la preuve ultime que oui, c'était bien ça. Et une question vraiment qu'on peut se poser, c'est mais comment est-il possible que je puisse avoir une mémoire d'un jumeau, par exemple, qui aurait pu disparaître 1 mois après ma conception? Quand je dis disparaître, je pèse mes mots, c'est-à-dire que il peut se dissoudre
dans la paroi de l'utérus de la maman, par exemple. Et donc, il y a une disparition physique, n'empêche que la mémoire, elle est quand même là, puisque c'est elle qui est en train de me perturber. Alors, quand on parlait du pendule, c'est un exemple très intéressant. Le praticien qui travaille avec un pendule, il se connecte d'une manière inconsciente à un champ d'information. L'exemple pour moi le plus typique de ça, par exemple, c'est le sourcier. Il peut y avoir des sourciers qui vont travailler au pendule. Ils vont passer sur le terrain, et puis à un moment, ça va tourner, il y a de l'eau en dessous. Et si on creuse, on trouve de l'eau. Ce que j'aime bien avec cet exemple, c'est que c'est très factuel. Le sourcier vient, il passe son pendule, on creuse, il y a de l'eau. Le sourcier peut aussi travailler à distance. C'est-à-dire qu'il peut avoir un plan du cadastre, par exemple, et il peut passer son pendule sur le plan du cadastre. Et à un moment, le pendule va tourner, et il peut dire à son client, ben, vous pouvez creuser ici. Il peut avoir un tableau avec les profondeurs, il passe le pendule, et le pendule se met à tourner sur un chiffre, c'est la profondeur. Et toutes ces informations qui sont venues, on les vérifie directement. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'il est très concret, et c'est une pratique finalement qui est admise, reconnue dans notre société, mais donc elle veut dire quand même que quelque part dans notre esprit est capable de se connecter à des informations de cette façon-là. Et donc ça peut expliquer aussi qu'il y a une connexion qui se fasse avec cette information-là. Et puis, il y a quand même une question aussi, c'est que mais si c'est si tôt, le cerveau n'est même pas formé, les sens ne sont pas développés, et ainsi de suite, comment est-ce que c'est possible que je puisse retrouver des sons, peut-être des images même, des sensations de ce moment-là? Alors, comme je vous disais, moi j'aime bien m'appuyer sur de l'expérience. Et dans ces expériences, il y en a une qui est très importante pour nous, pour notre exploration, c'est dans les expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente? J'imagine que, comment dire, vous connaissez beaucoup, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ça, et je vous en fais un petit résumé. Au passage, je vois Peggy qui me dit la sophroanalyse, la réflexoanalyse sont également des techniques de détection et de libération. Bon. Merci Peggy pour ce complément. En gros, dans ce que j'ai dit là, c'est vrai que ce ne sera pas exhaustif, parce qu'il peut y avoir plein de possibilités, et c'est bien effectivement au fur et à mesure de me ramener ça. J'en profite pour vous lire un peu ce que je peux avoir comme réaction. De toute façon, vous les avez vus. Conséquences aussi pour la maman, effectivement. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on est centré sur la personne qui a perdu son jumeau, mais quand la maman le sait, et parfois elle peut effectivement aussi ne pas le savoir, elle est impactée aussi par cette perte. Il y a un travail de deuil à faire pour la maman. S'il y a un message que je voudrais faire passer ce soir, évidemment c'est de l'information, mais aussi un message d'espoir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il nous est arrivé ça qu'on doit vivre toute notre vie, qu'on est condamné à vivre toute notre vie avec toutes les problématiques, la souffrance et ainsi de suite que ça engendre. Il y a tout à fait des solutions pour régler ça. Sandrine qui se retrouve bien dans tous ces symptômes. Laure qui me dit, on m'appelle souvent d'un autre prénom, même ceux qui me connaissent. Ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un client, donc il me donne un coup de fil, et je note son nom et son prénom, voilà. Et puis quand je le reçois 8-10 jours après, je l'ai en science, je lui dis, au fait, c'est quoi votre prénom? Et puis il me donne un prénom, je dis, c'est bizarre, c'est pas ce que j'avais reconnu. Et dans la séance, on tombe sur, effectivement, alors lui, c'est pas un jumeau, c'est un frère qui est mort avant lui, et qui est mort-né. C'est un frère mort-né. Et en fait, le prénom qu'il m'a donné au téléphone, c'est le prénom de son frère mort-né. Inconsciemment, évidemment, il n'a pas du tout l'habitude de faire ça, mais on pourrait dire que c'est sorti comme ça. Des synchronicités persistantes nous informent aussi sur la perte du jumeau. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, on voit dans des domaines de plus en plus surprenants, quoi. Il peut y avoir des signes, des choses qui se passent qui vont dans ce sens-là, comme si
comme si l'univers nous donnait des informations pour nous dire « Hey, il se passe quelque chose là ». Je reviens à mes histoires des expériences de mort imminente. Pour faire très court, on va dire c'est quoi une expérience de mort imminente? Imaginez, quelqu'un par exemple est à l'hôpital, fait un arrêt du cœur pendant 3 ou 4 minutes, et au bout de 3-4 minutes, on ranime la personne. Bon. Mais quand on y pense, pendant 3-4 minutes, cette personne, elle était morte. Et ce qui se passe, donc, c'est qu'il y a des personnes qui se souviennent de ce qu'elles ont vécu pendant ces 3 ou 4 minutes, et donc elles peuvent nous le raconter. Quand je dis des personnes, en fait, c'est pas qu'un peu. Il y a eu des études de fait, des enquêtes de fait dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs pays. La question était extrêmement simple, c'est-à-dire, dans cet hôpital, parmi les gens qui ont fait un arrêt du cœur, il y en a combien ont fait une expérience de mort imminente? La réponse, suivant les pays, les hôpitaux, c'est quand même entre 10 et 30%, ce qui fait beaucoup, beaucoup de monde. Il y a eu une enquête de fait aux États-Unis il y a une dizaine d'années, un sondage, il y a 8 millions d'Américains qui ont répondu avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc c'est une expérience exceptionnelle, enfin extraordinaire plutôt, mais qui n'est pas du tout rarissime. Qui est pas du tout rarissime. Et donc, qu'est-ce que nous racontent les personnes dans une phase de cette expérience? Et les personnes qui nous disent, j'étais au-dessus de mon corps, et je voyais mon corps en dessous, et je voyais tout ce qui se passait en dessous. Par exemple, si c'était dans un bloc opératoire, je voyais les chirurgiens, les infirmières, et ils nous décrivent la scène en dessous. Et la description qu'ils nous en font est précise, factuelle et exacte. Il y a un médecin français qui écrit beaucoup là-dessus, il s'appelle Jean-Jacques Charbonnier. Alors, j'ai envie de dire, il est au premier loge dans le sens où il est anesthésiste. Alors, c'est pas que tout le monde est en train de faire un arrêt du cœur quand il opère, mais ça peut arriver, et comme il travaille dans un grand hôpital, il peut avoir aussi plein d'informations par ailleurs de ce qui se passe dans l'hôpital. Et donc, il récolte ça, et dans un livre, là j'en ai un, ça s'appelle La conscience intuitive extraneuronale, je vous donnerai les références aussi. Il raconte beaucoup de choses comme ça. Par exemple, il dit, il y a un patient qui peut nous dire, j'étais dans un autre étage dans l'hôpital, dans une autre pièce. Et il va décrire ce qui se passe dans l'autre pièce, ce qui s'est passé plutôt dans l'autre pièce, pendant que la personne était, elle, dans le bloc opératoire. Il y avait un homme, il y avait une femme, il est habillé comme ça, la femme est habillée comme ça, et il décrit tout ce qui s'est passé, tant d'un point de vue visuel, en termes d'image, mais aussi, par exemple, de quoi on parlait, ces personnes. Il parle aussi du cas d'un patient qui dit, moi j'étais à New York, j'ai vu mon fils à New York qui rentrait dans un restaurant. Il fait une description. À nouveau, la description est précise et elle est exacte. Et donc, ça confirme, Jean-Jacques Charbonnier le dit, mais je veux dire, il n'y a pas que lui, parce que c'est une évidence, en fait. Ça veut dire, notre conscience n'est pas définitivement attachée au corps, et n'est pas définitivement donc attachée non plus à notre cerveau. Parce qu'évidemment, on a souvent l'idée, la conscience rime forcément avec le cerveau. On peut avoir cette idée-là. Mais là, ces expériences nous disent autre chose, parce que là, le cerveau, il est à un endroit, sauf que la conscience, elle est à un endroit, et il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi, bien que mon cerveau ne soit pas, formé, en fait, mon cerveau n'est pas encore formé, il y a quelque chose de moi, une partie de moi, qui capte ces informations-là. Alors, il y a Chantal qui me demande si une partie de soi est restée avec le jumeau perdu par solidarité. Je vais parler un petit peu plus tard, effectivement, de cette histoire de vide, de partie de soi et de côté fusionnel. On verra ça au moment notamment où je passerai une vidéo. Et puis, il y a les mémoires cellulaires. On en a parlé tout à l'heure avec les praticiens en microkiné, en kinésiologie. Il y a une mémoire dans le corps, c'est-à-dire pas une mémoire qui se trouve dans le cerveau, mais dans les muscles, dans les cellules. Par exemple, je vous ai mis une citation de Edith Heard dans la leçon inaugurale du Collège de France qu'elle a fait en juin 2013. Il est absolument certain que l'environnement dans lequel nous vivons peut influencer la manière dont nos gènes sont exprimés. Ce qui se passe dans l'environnement a une influence sur ce qui se passe dans mes cellules. Et que cela peut parfois entraîner des modifications stables du phénotype. Et dans certains cas, des maladies.
à cause de quelque chose qui se passe autour de moi, mes cellules réagissent à ce qui se passe autour de moi. Et donc, c'est une autre explication qui fait que pourquoi il y a cette mémoire qui est là. De toute façon, la mémoire, les gènes, la cellule garde la mémoire avec elle. Il y a une histoire aussi, enfin, il y a plusieurs histoires comme ça, mais une qui est connue parce que cette jeune femme a écrit un livre, celle de Claire Sylvia, une ancienne danseuse professionnelle à qui on a greffé le cœur d'un jeune homme de 18 ans mort dans un accident de moto. Elle a écrit un livre intitulé Mon cœur est un autre, et elle raconte comment elle s'est mise à avoir des envies de bière, de poulet du KFC après l'opération. Elle se met à avoir des envies comme ça et elle découvre qu'en fait, ce sont des choses que le donneur appréciait. Il y avait cette mémoire-là dans les cellules du corps et elle a, ça se manifestait donc dans son comportement. C'est intéressant parce que ça nous montre une mémoire cellulaire qui induit un comportement. Alors, je suis en train de lire le message intéressant. Eh oui, la conceptualisation qui sépare le cerveau de la conscience. Ben, effectivement, et j'aime beaucoup ce commentaire parce que, et comme je vous dis, on tâche de rester factuel, quoi. Les expériences de mort imminente, on pourrait dire aussi de mort provisoire. Ce qui est sûr, c'est que quand les personnes sont mortes provisoirement, c'est ce qu'elles vivent, c'est sûr et certain. Et le syndrome du jumeau perdu est aussi une illustration. Et tout à l'heure, je parlerai d'autres exemples encore qui qui vont montrer aussi comment et pourquoi se mettent en place ces mémoires. Et puis aussi, je voudrais parler de Bruce Lipton, qui a travaillé sur l'ADN et il a fait des expériences. Il a commencé à la fin des années 60. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie, mais l'ADN est contrôlé par des signaux provenant de l'extérieur de la cellule. Et il rajoute, y compris les messages énergétiques émanant de nos pensées. C'est-à-dire que lui, il rajoute, nos pensées ont une incidence sur ce qui se passe dans nos cellules. Dit autrement, nos pensées peuvent aussi déclencher des problématiques, des maladies. Qu'est-ce qu'il a fait, Bruce Lipton? Il a pris une cellule souche et il l'a mis dans une boîte de pétri et la cellule s'est reproduite. Mais quand elle se reproduit à l'identique. On part d'une cellule. Et quand il est arrivé à avoir 50 000 cellules, il a séparé en 3 boîtes différentes. Et dans ces 3 boîtes, il a mis un milieu différent. Et ce qu'il a observé, c'est qu'en fait, les cellules n'évoluent pas du tout de la même façon en fonction du milieu dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'il y a des cellules souches qui se sont transformées en cellules musculaires, l'autre boîte des cellules osseuses et l'autre boîte des cellules graisseuses. Et c'est comme ça qu'il a mis en évidence qu'effectivement, c'est bien l'environnement qui a une incidence sur ce qui se passe dans les cellules. Avant, on pensait, ok Virginie, avant, on pensait finalement le cœur de la cellule avec les gènes, c'est un peu comme le cerveau de la cellule qui décide de ce qu'il va faire, mais en fait non. Il y a une communication qui se fait par l'intermédiaire de la membrane cellulaire avec ce qui se passe autour et qui amène de l'information aux gènes et ils vont s'activer, s'exprimer en fonction de ces informations-là. Et il rajoute, dans un univers constitué d'énergie, tout est entremêlé, un est tout et tout n'est qu'un. Et c'est pour ça qu'un praticien peut avoir accès, par exemple, au champ d'information de l'histoire de la personne en face. Parce qu'en fait, on n'est pas aussi séparés qu'on se l'imagine, et on reparlera de ça un petit peu tout à l'heure, et d'ailleurs même tout de suite. Ce que je vous propose là, c'est un extrait d'une vidéo donc qui se trouve sur TEDx. À nouveau, je vous mettrai un lien pour cette vidéo, du docteur Jill Bolte Taylor. Alors, Jill Bolte Taylor est une neuroanatomiste américaine. Je suis pas sûr que cette appellation existe en France, je crois pas. Mais donc, son travail, son métier, c'est de travailler sur l'anatomie du cerveau. Et il lui est arrivé une histoire, j'allais dire, incroyable, c'est-à-dire qu'elle a fait un AVC. Elle a fait un AVC et
La zone du cerveau qui a été touchée, c'est la zone du cerveau qui nous fait croire que nous sommes séparés du reste du monde. Et c'est formidable, c'est que donc elle témoigne de l'intérieur, de son vécu, de ce qui s'est passé dans ce moment-là. Et cette conférence, elle est absolument géniale. Il faut absolument que vous regardiez ça. C'est un très très grand moment, très très fort. Et ben, je vais vous montrer, je vais vous donner ce qu'elle nous raconte de cela. So I got up and I jumped onto my Cardia Glider, which is a full body, full exercise machine. And I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar. And I looked down at my body, and I thought, whoa, I am a weird looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. And it was all very peculiar, and my headache was just getting worse. So I get off the machine, and I'm walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace, and there's constriction in my area of perception. So I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you got to contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall. And I looked down at my arm, and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button. Total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. Donc c'est très intéressant que cette experte qui nous raconte son expérience dans laquelle il n'y a plus de limite entre elle et l'extérieur. Et cette zone du cerveau donc, qui est impactée, c'est celle qui nous, en fait, qui séquence, qui coupe tout en morceaux. Par exemple, mon cerveau a appris à délimiter cette chose. Ça s'appelle un stylo. Il a appris, il a mis un nom, ça c'est un stylo. Il y a la mine, il y a un bouchon, et ainsi de suite. Il coupe tout en morceaux et on nomme ces choses. Et donc on apprend à séparer les choses et ainsi de suite. Pareil pour le temps. Là, je suis en train de faire une conférence, elle a un début, elle a une fin, et après je ferai autre chose, et après je fais une chose. Tout est séquencé de cette manière-là. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand cette zone est impactée, celle qui nous fait croire que nous sommes séparés du reste, bah finalement, on retrouve cette expansion et cette connexion générale, on pourrait dire, au grand tout. Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit, concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Et c'est tout à fait en accord toujours avec l'idée de quelqu'un qui se connecte à un champ d'information. Et là, il n'y a pas de séparation. Alors, il y avait dans le chat une remarque, ah oui, sur les mémoires prénatales. Et c'est très intéressant aussi, effectivement, parce que un enfant dans le ventre de sa maman peut être impacté aussi par d'autres événements que la perte d'un jumeau.
C'est intéressant dans le sens aussi que ça nous montre que, eh ben oui, il n'y a pas que dans ce cas-là, c'est bien une réalité que ça existe. Par exemple, la maman peut être confrontée à un moment par un fort stress. Le bébé va ressentir le stress. Il peut le ressentir physiquement, par exemple. Bon, là, il y a une scène violente qui est mise sur le PowerPoint. Quand il se passe ça, c'est sûr que le corps réagit avec des contractions. La peur fait se contracter et se reculer. Donc, l'enfant peut le ressentir, mais il y aura aussi des sécrétions hormonales qui vont être là. Et l'enfant va baigner dedans. Il va être connecté au ressenti émotionnel de la maman et à l'effet physiologique qui va se passer dans le corps. Et on pourra retrouver ça, par exemple, dans des cas où des personnes seront toujours inquiètes quand elles sont à l'extérieur, inquiètes quand elles sont en groupe, et ainsi de suite. Et en fait, ce sera le résultat, la suite de cette mémoire, de quelque chose qui s'est passé avec la maman. Mais en fait, le bébé est impacté par ça. Et puis, il peut être impacté aussi par un état émotionnel latent. Je pense par exemple à une famille, un couple qui est venu en cabinet avec leur enfant, un garçon de 12 ans, je vais l'appeler Jonathan. Et évidemment, c'est pas son vrai prénom. Et ils me disent, bah voilà, on vous amène Jonathan parce que Jonathan, il est dépressif. Alors je leur demande, ça fait longtemps. Et ils me disent, bah depuis toujours. Bon. Et il est né comme ça. Ah. Je demande à la maman, je lui dis, il s'est passé quelque chose pendant votre grossesse, et elle me dit, je pensais, on m'avait dit que c'était pas possible que ça vienne de là. Je dis, moi je dis que c'est possible. Et il n'y a pas que moi qui le dis, bien entendu. Et elle me dit, quand j'étais enceinte, j'avais déjà un premier enfant, donc le frère de Jonathan, qui avait 5 ans à l'époque. Et en fait, cet autre enfant, donc, a déclenché une leucémie. Et donc, on se doute bien de l'état émotionnel de la maman à ce moment-là. Quand je m'adresse à l'enfant, je lui dis, d'abord, je commence souvent comme ça, je dis, alors, tu es dépressif? Il me dit oui. Je lui dis, comment tu le sais? Parce qu'on me l'a dit. Bon. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je pense tout le temps à la mort. Et on voit bien, en fait, il pense tout le temps à la mort, alors que son frère n'est pas mort, heureusement son frère a guéri, mais il pense tout le temps à la mort. Quand je lui demande comment il y pense, c'est-à-dire, est-ce que c'est une image, des images que tu vois, est-ce que c'est des phrases, des sons? Il me dit non, c'est des phrases. Et quand je lui demande ces phrases, est-ce que c'est avec ta voix ou la voix de quelqu'un d'autre? Il me dit non, c'est pas ma voix. Et en fait, c'est la trace, en fait, c'est la mémoire de ce que ressentait la maman, de ce qu'elle pensait. Et après, on a fait un travail, en fait, qui peut être assimilé à une forme de travail de deuil, où l'enfant a accompagné cette voix dans la lumière, et dès qu'il l'a fait, en fait, il était soulagé. Et soulagé, j'ai dire définitivement, au moins, parce que je vois plus, mais en fait, j'ai eu une de ses tantes qui est venue me voir pour une autre raison quelques mois plus tard, elle m'a dit non, il va très bien. Et je l'ai revu, je l'ai croisé 2 ans plus tard, et il allait toujours très bien. Et donc, cette trace très forte, elle venait bien effectivement de quelque chose qui s'est passé, pas dans le ventre de maman, à l'extérieur, et qui l'avait impacté d'une manière aussi forte, aussi impressionnante. Et donc cette mémoire, elle se manifeste chez l'enfant, et elle peut l'accompagner toute sa vie, en tant qu'adulte, quel que soit son âge, si on n'arrive pas à trouver une intervention thérapeutique qui va permettre de solutionner cela. Finalement, je vous propose, disons, une façon de voir, d'aborder un peu ce qui se passe. Parfois, je parle de conscient et d'inconscient. Si je fais une métaphore avec un ordinateur, je vous dirais que le conscient, c'est ce qu'on voit sur l'écran et c'est ce qu'on entend de ce qui sort des enceintes. Je le vois, je l'entends, j'en suis conscient. Et inconscient, c'est ce qu'il y a dans la tour. C'est-à-dire tout ce qui fait tourner la machine, qui la fait réagir, et ainsi de suite. C'est caché, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la machine, mais c'est sûr, il y a des trucs qui se passent dans la machine, et c'est ça qui fait tourner tout le système. Et on capte de l'information, des données entrantes, par nos sens, par nos perceptions, et on va prendre ça dans un sens très large, parce que ça peut être évidemment
par les sens tels qu'on les connaît, le goût, l'odorat, la vue, le toucher, et ainsi de suite. Mais on a vu qu'il y a d'autres perceptions qui peuvent se faire plus, disons, plus discrètes, plus mystérieuses, mais elles sont là quand même. Et en tant qu'ordinateur, on est d'accord, c'est une métaphore, on pourrait dire on a la faculté de générer nos propres logiciels. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose de fort, émotionnellement, c'est marquant et ça laisse une empreinte. En fait, notre système, il enregistre ce qui s'est passé pour pouvoir s'appuyer dessus après. C'est souvent un système de protection. Imaginez, nous sommes des êtres vivants, mais pas encore des humains. On remonte très très loin dans le temps. On se promène dans la nature, et puis à un moment, on est dans un nouveau contexte dans la nature. Il y a un animal qui arrive qu'on ne connaissait pas, et il a failli nous dévorer. Notre système va faire une photographie de la scène, et quand je dis photographie, il va photographier l'environnement, mais aussi les ressentis. Et du coup, chaque fois qu'il retrouvera ça, il redéclenchera les ressentis qui sont des ressentis de peur et de fuite, justement pour nous protéger et pour fuir. Et donc, notre système, il imprime quand il y a une émotion forte, et dès qu'il retrouve, ça crée un logiciel. Et un logiciel, c'est comme dans l'ordinateur, ça tourne en boucle pareil. Tant qu'on ne fait pas une mise à jour de reprogrammation, eh bien, ça continue de boucler de la même façon. Je vois Chantal qui nous parle d'un reportage que je n'ai pas vu, mais comme ça, je prends des notes et ce sera toujours intéressant. D'accord. Et le témoignage, vous voyez au fur et à mesure, hein, de Sandrine, qui est très intéressant aussi. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ma pratique, c'est ça, c'est-à-dire toujours voir ce qui se passe dans les expériences. Et par exemple, le témoignage de Sandrine, c'est un témoignage, c'est quelque chose de factuel. Et je reviens à mon logiciel, et ben, qu'est-ce que ça génère? Ça va générer, en fait, c'est présent au moins au niveau inconscient. Et donc, ça crée, on peut appeler ça une tension psychique. Tension psychique, c'est le professeur John Sarno qui prend ce terme-là. Je vais faire très court avec lui, je vous donnerai les références à nouveau, mais simplement en tant que médecin occidental, il s'est aperçu un jour que quand il avait un patient qui avait ce qu'il appelle une tension psychique, c'est-à-dire une émotion négative ou douloureuse permanente, par exemple une colère, quand son patient allait chez le psychothérapeute et qu'il était libéré de cette colère, eh ben, il guérissait de la maladie pour laquelle il était venu voir. Et donc, il a fait un lien comme ça entre les tensions psychiques et les tensions du corps. Et donc, ça laisse une trace, et là, on parle d'impact, qui génère une tension psychique, mais le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Par exemple, c'est une évidence, si je me mets en colère, mon corps va se tendre. Si j'ai peur, mon corps va se creuser et je vais avoir envie de reculer comme ça. Si je suis intéressé par quelque chose d'agréable, mon corps va s'ouvrir vers l'avant. Et en fait, notre corps est toujours en train de s'ajuster en fonction de nos émotions, de ce qui se passe autour de nous et de notre état émotionnel. Et donc, ça va créer aussi des tensions physiques. On repense à la sensation de faim, par exemple, d'Anne-Laure. C'était pas de la faim, en fait, mais il y avait une sensation qui était là, la sensation physique qui était associée à la tension psychique. Alors, Dominique, il n'a pas de chat. Là, il peut y avoir une petite flèche, je ne sais plus si c'est en bas ou à droite, qui pourrait peut-être te le montrer. Mais cherche sur ton écran, Dominique. Alors, c'est quoi les conséquences de ça? On en a parlé tout à l'heure, mais on va développer un petit peu. Et comment ça se fait qu'il se passe ça? On se souvient, mal-être, bon, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est un mot valise, et on va revenir un peu en détail sur ce qui peut se passer. Le sentiment de tristesse, parce qu'il y a eu de la perte. Et cette perte, c'est la perte de mon jumeau. En plus, il y a cet aspect fusionnel. Vous vous souvenez, Gilles Boyd-Taylor, avec son histoire d'AVC, et finalement, il n'y a plus de séparation entre elle et ce qu'il y a autour. Et donc, ça peut générer la trace de ça, et donc ça laisse, la tension psychique en question, ça laisse une tristesse récurrente. Addiction, pourquoi addiction? Parce qu'il y a cet état émotionnel, disons, négatif, pénible qui est là, et
on peut avoir trouvé une solution qui va temporairement neutraliser ça. Alors ça va dans tous les sens, c'est-à-dire que je sais pas, ça peut être de l'alcool, ça peut être la nourriture ou d'autres choses. Quand je suis dans ce comportement, par exemple si c'est de l'alcool, le produit ou même la pratique, parce que ça peut être le sport aussi, on peut avoir une addiction au sport par exemple, va faire que je me sens mieux sur le moment. L'alcool va anesthésier. La pratique du sport va générer des endorphines et va faire que je me sente mieux aussi. Et donc, l'addiction est une solution comme un médicament pour tenter de faire avec et de neutraliser, ne serait-ce qu'un moment, cet état interne négatif. La phobie du bonheur. Alors, comment moi j'ai découvert ça? Parce que j'ai jamais vu ça dans un livre, en fait. La première fois que j'étais confronté à ça, c'est une cliente. Dans la séance, arrive un moment où je la guide pour qu'elle trouve une sensation justement de bonheur. Et elle pense à un moment comme ça où il y avait du bonheur. Elle était chez elle, il faisait beau, il y avait du soleil qui était là, il y avait son chat, formidable, et elle était super heureuse. Et là, elle a une réaction très vive qui dit, et elle dit, elle laisse, les mots s'échappent de sa bouche, et elle dit, non, faut pas que je sois comme ça. Et donc je l'interroge, et en fait, quand il y avait ce moment, après elle a ouvert la porte, et son chat est sorti, son chat s'est fait écraser. Après, elle a repris un autre chat, et à nouveau, à un moment, quelques mois plus tard, elle est bien chez elle, et puis son chat miaule et ronronne, et à un moment, elle veut sortir, elle ouvre la porte, et le deuxième chat se fait écraser, et son cerveau fait une interprétation. Quand il y a cette empreinte, ce choc émotionnel, le cerveau fait aussi une interprétation de la scène, pour s'appuyer dessus, souvent dans une tentative de se protéger. Et là, l'interprétation que fait le cerveau, c'est que quand je suis heureux, il arrive une catastrophe. Et c'est ma cliente qui me le dit. Et donc, pour ne pas qu'il arrive de catastrophe, il ne faut pas que je sois heureux. Et donc, ça fait un évitement du bonheur, ne pas aller trop fort dans le bonheur pour pas qu'il arrive de catastrophe. Il peut y avoir des sentiments de culpabilité parce qu'effectivement, il peut y avoir le sentiment, c'est de ma faute, j'ai pris sa place, ou alors j'ai eu des mouvements volontaires et ainsi de suite, qui, physiquement parlant, en fait, ne tiennent pas debout, mais n'empêche que c'est ce que ressent la personne, parce que c'est une conclusion très simple. J'ai mon jumeau, je suis avec lui, il meurt, conclusion, je l'ai tué. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça, mais c'est l'interprétation qui a été faite par le système de la personne à ce moment-là, et donc ça génère un sentiment de culpabilité récurrent. Il peut y avoir aussi quand la personne est confrontée à la perte de quelqu'un, mais c'est pas forcément un proche, c'est-à-dire ça peut être une vague connaissance, des deuils disproportionnés, parce qu'en fait, le système reconnecte à la première fois où il a été confronté à ça et ramène la douleur, la souffrance de cette première fois. Des problèmes d'infertilité, parce que là, le système, il interprète soit avoir des enfants amène une catastrophe, donc il faut pas avoir d'enfants, ou peut amener aussi, et j'ai eu ce cas en cabinet, associé à la notion de culpabilité, l'idée que c'est de ma faute si mon jumeau est mort, et donc il y a quelque chose de mauvais en moi. Et par amour pour l'enfant que je pourrais avoir, je ne veux pas qu'il hérite de ce mauvais côté de moi, et l'inconscient de la personne, et je l'ai eu en cabinet, donc c'est pour ça que je suis catégorique, l'inconscient de la personne met en place cette infertilité pour ne pas transmettre le défaut que l'inconscient a enregistré que j'ai. Des difficultés relationnelles, c'est-à-dire que c'est une interprétation de ce qui s'est passé avec mon jumeau, il y a une conclusion qui a été tirée, donc être avec quelqu'un, ça se passe mal, ou donc je ne suis pas capable d'instaurer une relation, j'allais dire saine, avec quelqu'un d'autre, et notre inconscient fonctionne sur cette idée-là, et donc a des comportements adaptés à cette idée-là, à cette croyance, on appelle ça une croyance limitante. Projet inachevé, toujours pareil, ça vient toujours de l'interprétation, il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui était formidable, et finalement ça s'est écroulé, et il y a une interprétation, une généralisation qui se fait, et donc ça se passe comme ça dans la vie. Et le cerveau à nouveau s'appuie sur cette idée, et donc
il stoppe les projets avant qu'ils n'aboutissent parce qu'il pense c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un niveau inconscient, on est d'accord, hein, ça se passe dans la vie. La sensation de vide, qui est assez fréquente, est une sensation physique qui peut être associée complètement. On se souvient avec la petite vidéo que je vous ai montrée, ben voilà, je suis fusionnel et il y a quelque chose qui n'est plus là et qui est complètement différent, et ça amène cette sensation de vide, et la personne peut localiser le vide, d'ailleurs, quand on la met dans un état modifié de conscience, elle peut localiser tout à fait le vide dans son corps. Une peur de la mort, on comprend bien cette réaction, ce à quoi la mort est associée, et donc il peut y avoir aussi cette très forte croyance, donc la vie, c'est ce qui amène la mort, et c'est sûr, on va mourir, ça c'est clair, mais si on vit avec cette peur de la mort, c'est complètement différent. Au passage, les personnes qui font des expériences de mort imminente, quand elles reviennent, elles n'ont plus peur de la mort. Et elles ont une vie beaucoup plus riche grâce à cette expérience. Et puis aussi une envie de mourir. Soit dans le sens où je ne mérite pas de vivre. Souvent, il y a le questionnement, pourquoi c'est lui qui est mort et pas moi ? Il n'y a pas longtemps, j'ai un client qui me disait, il est mort alors que moi, j'étais plus chétif. Donc c'est moi qui aurais dû mourir. Et donc, soit c'est une auto-punition, soit c'est un désir simplement aussi de le retrouver. Ou un désir, en fait, de faire quelque chose de juste. Si je trouve que c'est pas juste que ce soit pas moi qui soit mort, par justice, là c'est une notion de valeur, je pourrais avoir envie de mourir. Et donc, il peut y avoir, comme je vous disais, c'est pas exhaustif, mais il pourrait y avoir ces choses-là. Et donc, on a vu quelqu'un, enfin d'une manière ou d'une autre, on a l'information. Ah ouais, j'ai perdu un jumeau. Et maintenant que je le sais, on fait quoi? C'est une bonne question. J'aime bien cette photo parce qu'en fait, elle illustre, c'est métaphorique, mais quand même. Quand je dis, il y a un logiciel qui se fait, il y a quelque chose, il y a une empreinte qui vient, et ça reste tel quel. On pourrait dire aussi, une autre métaphore, il y a une partie de moi enfant qui est restée figée dans ce moment-là, et qui reste enfant exactement comme elle était quand est arrivé le drame. Et maintenant que je sais ça, ça peut changer quelque chose au niveau de mes croyances sur moi-même, sur l'idée que j'ai de mon identité. Tant que je ne savais pas, je pouvais avoir l'idée, je suis né comme ça, je suis, par exemple si c'est dépressif, je suis intrinsèquement dépressif, et donc si c'est ma constitution en quelque sorte, ma constitution psychique et physique, ça ne peut pas changer, puisque de toute façon, c'est comme ça, je suis comme ça. Et là, on comprend que non, je suis, j'ai envie de dire, comme tout le monde, sauf qu'il s'est passé quelque chose. J'ai été confronté à un événement. Et c'est cet événement qui fait que maintenant, je suis comme ça. Mais sans cet événement, en fait, je suis normal. Et donc, j'ai finalement, derrière moi, plein de capacités qui sont, on pourrait dire, étouffées à cause de la mémoire de ce qui s'est passé. C'était juste une réaction de cause à effet. Il s'est fait ça, il y a eu la mémoire, et il y a cette réaction qui s'est passée au niveau inconscient, au niveau de mon inconscient, qui générait tout ça. Et maintenant que je comprends ça, il est possible que les croyances limitantes par rapport à moi, par cette compréhension, volent en éclats. Et souvent, on a des témoignages où les personnes disent « Ah, quand je l'ai su, ça m'a libéré d'un poids ». On a ce genre de témoignages aussi de personnes, par exemple, dyslexiques, et qui ont le diagnostic. Et quand elles ont le diagnostic, ah ouais, ok, ça vient de ça. Elles sont soulagées. C'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que je suis moins bien, simplement, il y a un processus qui se passe à l'intérieur. Mais sans ça, je suis quelqu'un comme tout le monde. Et du coup, ça peut nous emmener vers le changement parce qu'on sait qu'on peut changer. Le changement peut déjà commencer, peut-être déjà se faire complètement, mais en tout cas, on sait que le changement est possible. Et donc, on peut passer à l'action. On peut faire des choses, on peut voir différents praticiens, différents thérapeutes. Et l'action, ça se passe au présent. C'est-à-dire qu'on va agir sur cette mémoire au temps présent. Comme je vous disais, notre cerveau, il sépare les choses. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. C'est une autre façon de séparer les choses. Mais quand il est connecté à ce qu'on appelle le passé, c'est au temps présent qu'il s'y connecte. Si mon cerveau est connecté à une mémoire d'un traumatisme, c'est là tout de suite qu'il y est connecté. Et donc, je peux intervenir sur les processus qui sont en train de se mettre en place tout de suite quand je suis connecté là maintenant à une réaction. Et donc,
on va travailler au présent. Et quand la personne est confrontée encore à une difficulté, ben en fait, c'est pas trop la réflexion intellectuelle qui va lui permettre de sortir de sa problématique. Il y a plein de cas où la personne peut dire bah oui, je sais que je vais mal parce que j'ai été agressée étant jeune. Elle le sait, mais n'empêche que ça suffit pas pour qu'elle aille bien. Ou les personnes qui vont nous dire, on voit ça souvent en cabinet, par exemple, qui veulent arrêter de fumer. Tous les fumeurs savent que fumer, ça sent pas bon, ça coûte cher, c'est mauvais pour la santé et ainsi de suite. Et ça suffit pas pour arrêter. En fait, on s'adresse à un autre fonctionnement, à une autre partie de notre cerveau qui fonctionne sur le plan intuitif. C'est pas la partie du néocortex, celle qui fait des réflexions poussées, des calculs, des choses intelligentes, mais qui fonctionne avec des images, des sons, en fait, qui est beaucoup plus rapide que l'autre. On pourrait dire que ça, c'est la tour de l'ordinateur. Notre conscience, c'est celle qui réfléchit. J'entends la réflexion dans ma tête, par exemple. Et puis, il y a autre chose cachée qui est là, en train de faire tourner aussi la machine et qui a le pas sur l'autre. Et c'est par le côté intuitif, on peut appeler ça aussi un état de conscience modifié. J'aime beaucoup mon lapsus. Et moi, ce que je propose, donc, en fait, comme j'aime bien travailler sur la racine des problèmes, eh ben, on va faire un protocole de deuil. C'est-à-dire que je vais guider la personne pour qu'elle fasse tout de suite, au temps présent, quelque chose avec son jumeau. Qu'elle entre en contact avec lui pour faire quelque chose, pour reprendre l'histoire au temps présent, et puis on pourrait dire pour régler tout ça avec lui. C'est pas du tout l'oublier d'ailleurs, hein, ni couper le lien. Et tout ça dans une idée que ça amène de la libération. C'est-à-dire qu'on est des gourmands, ce qu'on veut, c'est être tranquille avec ça. On ne nie pas, c'est pas de l'amnésie, ce n'est pas nier l'expérience, bien entendu, mais c'est faire quelque chose pour être libéré de la charge émotionnelle qui est associée à l'événement. Et l'idée, c'est j'ai toujours un lien avec mon jumeau. C'est un lien qui est fort. L'idée, c'est pas du tout de couper le lien. Mais dans ce lien, ben, il y avait ce côté fusionnel, cet amour, il y a ça dedans, c'est toujours là. Mais en plus de ça, il y a la douleur, les remords, les peurs, toutes ces choses qui viennent perturber, pour ne pas dire polluer le lien. Et l'idée, donc, c'est de faire quelque chose pour, non pas couper le lien, mais transformer le lien pour qu'il se nettoie, et dedans, il n'y ait plus que de l'amour. L'amour, de la protection, des choses comme ça. Et donc, c'est de libérer le lien de ce qui peut le perturber. Ce n'est pas le couper, c'est le libérer. Pour faire ça, moi, je m'appuie sur ce qu'on connaît de la mort. Qu'est-ce qu'on connaît de la mort? On en a parlé. Les expériences de mort imminente. On a vu, on a parlé, la personne peut se voir au-dessus de son corps, elle décrit tout. Et après, dans les témoignages, souvent les gens nous disent j'étais dans un tunnel. En fait, c'est un passage, c'est-à-dire que c'est souvent un tunnel, mais ça peut être par exemple une rangée d'arbres aussi, mais c'est un passage, un tunnel. Et ils disent, au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Et donc, ils se dirigent, ils montent comme ça vers cette lumière, et ils nous disent, dans la lumière, il y a nos proches, il y a mes proches que j'aime, qui sont morts avant moi, qui sont là. Ils vont très bien, ils sont libérés des souffrances liées à l'âge, liées à la maladie, même psychologique, et c'est normal, il n'y a plus de corps. Ils sont là pour m'accueillir, et tout le monde va très bien. Et ils nous disent aussi, quand on est dans la lumière, les mots ne peuvent pas décrire à quel point on est bien dedans. Ils utilisent des mots quand même, c'est merveilleux, c'est le bonheur, c'est extatique. Et régulièrement, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Cette expérience, on en a parlé, c'est la même à travers le monde, quel que soit le pays, la culture, la religion. Et aussi, cette expérience, c'est la même à travers le temps. C'est-à-dire que c'est pas une invention de science-fiction du XXe ou du XXIe siècle. Par exemple, avec mon épouse, nous sommes allés à Venise il y a 4 ans, et nous sommes allés dans un musée à Venise, la Galleria dell'Accademia à Venise, et dedans il y avait des peintures de Jérôme Bosch. Des peintures qui ont été peintes il y a plus de 500 ans. Notamment 4 panneaux peints, l'enfer, le purgatoire, le paradis et la montée des bienheureux à l'empyrée. En fait, la montée au ciel. Et Jérôme Bosch, il peint ça comme ça il y a plus de 500 ans. Ça se lit un petit peu comme une bande dessinée. On part du bas, puis vous voyez, on monte, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui peint, c'est complètement une expérience de mort imminente. Si on prend ça par étapes, il y a le corps qui commence à s'élever,
il y a le tunnel, et au bout du tunnel, il y a les proches qui accueillent. J'ai mis cette reproduction dans mon livre, par exemple. Pour faire ça, j'ai contacté le musée à Venise pour avoir les droits, pour pas avoir de problème. Et donc, j'ai acheté les droits et ils m'ont envoyé une reproduction de très haute qualité. Et donc, j'ai pu zoomer sur la lumière. Et on voit très bien, parce qu'en fait, je me posais la question, est-ce qu'ils sont juste en train, est-ce qu'ils sont de dos, les personnages en train d'entrer, et on les voit de dos, ou est-ce qu'ils sont vraiment de face en train d'accueillir? Et quand on regarde bien, mais effectivement, le personnage du bas, on voit très bien que on voit très bien ses yeux, sa bouche, et le personnage qui est à côté, qui se tient debout, on voit très bien, par exemple, que son avant-bras est devant son buste, devant son corps. Donc, ils sont bien de face en train d'accueillir. Et si on regarde bien, je pense que vous l'avez déjà repéré, il y a une ombre, une présence, une forme qui est là, disons une forme comme un archange. Et cette présence souvent est évoquée dans les expériences de mort imminente. Donc c'est un exploit technique extraordinaire de Jérôme Bosch de peindre cette peinture. Et là, grâce à la qualité de l'œuvre que m'a envoyé le musée, je peux zoomer comme ça dessus et voir tous ces détails dessus. Alors, cette idée de se libérer d'un deuil, elle vient de où? De ma part, elle vient d'une observation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas en deuil. Il y a des gens qui perdent des proches et qui ne sont pas en deuil. Et quand on les interroge, ils nous disent en fait qu'ils ont pu dire au revoir à leurs proches mourants. Souvent, par exemple, c'est à l'hôpital, le proche est malade ou très âgé, il est pas loin de mourir, on le sait, et on est conscient de ça, et c'est vrai qu'on l'accepte. Et au moment où, juste avant le départ, c'est peut-être au moment du départ ou juste avant le départ, on lui dit au revoir. Par exemple, j'ai une amie que j'ai vue il y a 2 ans en consultation, et puis avant de travailler, elle me dit j'ai perdu mon père cet été, il est mort dans mes bras. Et puis elle me raconte la scène, elle allait le voir tous les jours, il était très mal, et puis un jour elle sait qu'il va mourir, et lui aussi il le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni de la mort prochaine. Et puis il y a quelque chose d'accepté parce que en fait le père est très âgé. Et elle le prend dans ses bras, elle lui dit tout ce qu'elle veut lui dire, le remercier d'avoir été le père qu'il a été, et ainsi de suite. Elle le rassure, par exemple, elle s'occupera de son chien. Et son père meurt dans ses bras. Elle me dit même, j'ai senti son souffle me traverser. Quand elle m'en parle, il n'y a aucun signe observable de deuil. C'est-à-dire qu'elle en parle très sereinement, avec le sourire, elle se sent vraiment très bien. Et dans la même conversation, elle se met à me parler de sa mère qui est morte il y a 20 ans. Et là, elle fond en larmes immédiatement. Et elle me dit, il y a 20 ans, ma mère était malade, elle était à l'hôpital, j'allais la voir tous les jours. Et un jour, je vais la voir, je rentre chez moi, et 2 heures plus tard, l'hôpital me téléphone en me disant, madame, on est désolé, mais votre maman vient de décéder. Et elle me dit, j'ai pas pu lui dire au revoir, je ne pensais pas qu'elle partirait si tôt. Et la différence, elle est là entre les deux. C'est pas une question de plus ou moins d'amour, c'est une question de ce qui s'est passé. Et elle est bien consciente qu'elle aurait voulu dire au revoir à sa maman, elle n'a pas pu le faire. Et c'est ce qui fait que 20 ans plus tard, elle est toujours dans cette souffrance. Dire au revoir, évidemment, c'est dire au revoir, remercier, ainsi de suite, mais ça peut être aussi, il peut y avoir du contentieux, malgré tout. Dans des liens familiaux, il y a eu tellement d'expériences qu'il peut y avoir eu des expériences positives avec de l'amour, bien sûr, mais aussi des expériences qui ont été vécues de manière difficile. Je pense par exemple à une autre personne qui me disait son père l'a forcée à se marier quand elle avait 16 ans à un homme de 40 ans plus âgé qu'elle. Et elle me dit quand son père était mourant, elle lui a dit au revoir. Et par rapport à cette histoire-là, on pourrait dire qu'elle a fait de la communication non violente. C'est-à-dire que simplement, elle lui a pas fait de reproche, elle lui a exprimé ses sentiments. Elle lui a dit qu'elle aimait son père, mais qu'elle voulait qu'il sache que quand il l'a mariée de cette façon-là, eh bien, elle a eu 15 ans de sa vie gâchée, qu'elle ne lui en voulait plus, mais simplement, elle voulait qu'il le sache. Et elle me dit, à ce moment-là, elle a vu son père verser une larme et il est mort 2 heures plus tard. Et elle n'est pas en deuil. Quand je dis pas en deuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tristesse, mais il n'y a pas de colère non plus vis-à-vis de son père. Les affaires sont réglées. Les affaires sont réglées. Les affaires en cours sont réglées. Et c'est un point important
dans l'accompagnement des personnes en deuil, c'est de régler les affaires en cours. Une affaire en cours typique, par exemple, ça peut être dans un cas de suicide. Le survivant, même s'il y avait beaucoup d'amour vis-à-vis de la personne qui s'est suicidée, peut aussi y avoir une colère, de la douleur du coup qui lui vient, des problématiques qui sont venues du fait du suicide. Et tant que la personne aura cette colère avec elle, ses reproches, ou parfois ça peut être aussi des remords, si j'avais pas vu, si j'avais vu, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Eh bien, tant qu'il y a ces sentiments-là, le deuil ne peut pas se terminer. Et c'est important aussi, en fait, cet aspect, que la personne soit prête pour laisser monter le défunt dans la lumière. Et c'est un pas important dans l'accompagnement auquel il faut être très attentif. On ne peut pas forcer ni le défunt à monter, ni la personne qu'on accompagne à monter. Après, bon, c'est de la technique. On a les moyens de faire ce qu'il faut pour que, on pourrait dire, l'esprit de la personne voit les choses d'une manière différente. C'est-à-dire, plutôt que d'être fixé sur son fonctionnement actuel, qu'elle arrive à, au niveau inconscient, hein, qu'elle arrive à envisager la limite de l'état actuel et tout le bénéfice à avoir, et ce n'est pas couper le lien, bien entendu, à laisser monter le défunt, mais complètement volontairement. Ce que je vous propose maintenant, c'est une courte vidéo que j'ai faite avec Frédéric. Frédéric qui est là parmi nous ce soir, je pense. Ça va me faire coucou, Frédéric. Et j'ai demandé à Frédéric, voilà, je voulais faire une vidéo sur une séance. Quand je fais une vidéo sur une séance, parfois je fais des démonstrations en conférence, il y a une prise, quoi, c'est en direct. Il faut que ce soit dans le feu de l'action, sans ça c'est pas intéressant. Il se passe pas ce que je veux qu'il se passe, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc je voulais faire une séance, filmer une séance où on travaillait sur le deuil. Et donc Frédéric gentiment a été d'accord pour faire ça. Et elle a pensé à une situation où effectivement il y avait encore une affaire en cours avec quelqu'un. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, à un moment, pas de chat, Frédéric, c'est dommage, mais bon, on pourra chatter ensemble au téléphone si tu veux. Et à un moment, donc, on travaille sur ce deuil, sur cette affaire en cours, et il y a quelque chose qui bloque. Quand ça arrive dans une séance, c'est pas du tout une catastrophe, c'est même plutôt une aubaine, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. Et donc, la partie que je vous propose de la séance, c'est la partie, effectivement, il y a un blocage et on part sur autre chose. C'est un autre deuil qui se manifeste, qui était complètement inattendu de la part de Frédéric, et pourtant, elle dit, dans la vidéo, elle dit, c'était la personne que j'aimais le plus au monde. Alors, tu m'en veux pas, Frédéric, mais dedans, il y a une petite faute de calcul, c'est-à-dire que Frédéric dit à la fin, mais ça faisait 25 ans, et en fait, ça faisait plus de 40 ans que c'était là. Donc, je vous propose qu'on regarde ça, qu'on entende ça. J'espère que ça va aller au niveau du son. Si vraiment, au niveau de la qualité, c'est vraiment pas terrible, vous me le dites dans le chat, et puis, de toute façon, je vous enverrai le lien vers cette vidéo. En fait, ça veut dire qu'il y a 25 ans, on peut traiter un truc d'il y a 25 ans et qui est toujours là. Enfin, c'est fou. Je sais pas pourquoi, j'ai pas spécialement envie qu'elle monte tout de suite. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses, je sais pas. Est-ce que c'est plus, on pourrait dire, une partie de toi qui a envie de la retenir pour la garder près de toi, ou est-ce que ce serait une autre affaire, disons, au non réglé, de non-lui? Il y a autre chose qui reste. D'accord. Oui. D'accord. Cette chose, elle est importante. En fait, Oui. j'ai pas pu dire au revoir non plus à son mari quand il est mort. D'accord. J'avais 11 ans et il s'est fait renverser par une voiture. J'étais partie, c'était un mercredi, j'étais chez eux, j'étais partie faire du sport. Elle a su et quand je suis revenue, il s'était fait renverser par une voiture et il est mort. Et c'était vraiment la personne que j'aimais le plus au monde. Il était dans le coma et puis il a fini par mourir et je ne lui ai pas dit au revoir non plus. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. D'accord. Ça veut dire, et ça arrive parfois, et c'est magnifique,
il y a un autre défunt qui vient saisir l'opportunité qui est là. Et demande-lui de quoi il a besoin. Il a juste besoin que je lui dise au revoir. Ok. Je lui dise que je l'aime. De lui dire au revoir. Oui, c'est lui dire au revoir. Tu as tout ton temps, vous avez tout votre temps. Et lui, tout ce que tu veux lui dire, écoute tout ce qu'il veut te dire, tu me diras quand ce sera fait. Très très bien. Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es d'accord pour monter dans la lumière? Et toi, est-ce que tu es prêt? Tu es d'accord pour qu'il monte? Oui, parce que comme ça, il vient monter avec Elliot. Ils vont monter tous les deux? Oui. Alors, laisse venir à ton esprit un nuage de lumière quand tu vois la lumière. Ok, ça y est. Et ton esprit, lui, il reste connecté à la lumière, et comme ça, il montre la lumière. Ils sont en train de monter. Très très bien pendant que tu les accompagnes. Et ton esprit, il reste connecté à la lumière tout le temps qu'elle est là. Oui, très très bien. Tu as tout le temps. Parce que quand la lumière aura fini de faire ce qu'elle est en train de faire pour toi, elle saura bien te ramener le présent, les yeux ouverts à ce moment-là. Et vous avez tout votre temps. Oui, très très bien. C'est bien. Oui, reste quelques instants comme ça. Très très bien. Je ris parce que la main est bloquée. Et oui. Parce qu'en fait, Je peux pas la descendre. voilà, c'est la lumière qui fait. Puis tant qu'elle le fait, elle maintient la main là pour qu'elle puisse faire C'est ça. incroyable, elle est complètement bloquée comme un mur. Ouais. Et tu sens dans ton corps ce qui se passe, l'amplitude. J'ai l'impression que la lumière me nourrit. C'est exactement ça. C'est fou. Ton corps est libéré de tensions physiques qui étaient là. Ah oui, j'ai C'est pour ça plus que- du tout le truc ici, là. J'ai l'impression que c'est fluide. Ouais. J'ai l'impression que, fou. Donc la main, elle est toujours bloquée. Ouais. Et en fait, tu deviens observatrice de ce que la lumière fait pour toi. Tu le découvres au fur et à mesure. Moi, je suis plus dans l'émotion, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui se passent. Ouais. C'est fou, ça. Incroyable. Oui. La main est bloquée encore. Et j'entends un peu dans ton ventre. Oui, ça a fait des glouglous. Voilà, je pense pas que ça passera dans le micro, mais Oui, il y a des glouglous, c'est sûr. ouais. Et j'ai l'impression que là, fou, ça pétille dans l'eau. Ouais, c'est trop. Ouais, ça fait comme si ça pétillait. Ah, c'est j'ai la main qui commence à bouger. Voilà. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Waouh. Waouh. C'est extraordinaire. Ouais. C'est trop Merci, génial. merci, merci, Merci merci. à toi. Ouh. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est parce que tu as une sensation là. Ouais. Mais cette sensation-là, elle est associée à lui. Ah oui, La c'est preuve, fou. c'est que là, tu l'as ressenti à l'intérieur de toi. Eh ben oui. Et à cet endroit-là. Oh, c'est étrange, c'est Ouais. extraordinaire. Et ça veut dire que physiquement, il y avait des tensions dans ton corps à cet endroit-là. Ouais. Et que, elles sont parties. D'ailleurs, on a vu, Mais- c'est pour ça qu'on a vu, waouh, comment ça, comme Mais ça tu s'est vois, mis à- enfin, à- ce qui est à- super bluffant et ce qui est super intéressant dans ce que tu fais, et j'espère que ça va servir aux gens, c'est que, en fait, quand tu m'as dit, est-ce que tu as un deuil à régler, tu m'as parlé de, est-ce que je voulais témoigner si j'avais quelque chose, et je me suis dit, bah non, moi j'ai rien. Mm. Puis après, je me suis dit, ah bah oui. Mais en fait,
On a l'impression que nous, on n'a pas de problème de deuil. Moi, j'ai essayé autour de moi de savoir s'il y avait des gens qui étaient... Et les gens, ils m'ont dit non, non, pas de problème. En fait, ça veut dire qu'il y a 25 ans, on peut traiter un truc d'il y a 25 ans et qui est toujours là. Enfin, c'est